Burkina Faso, le secteur de la microfinance occupe une place importante dans les stratégies et politiques de développement économique et social. Apparue dans les années 1970, la microfinance va connaître à partir des années 1990 une croissance rapide comme réponse aux besoins de financement de plus en plus croissants des personnes défavorisées et à la faiblesse du système de financement classique pour combler ces besoins. La Haute-Volta, à l'époque, autour déjà des années 60, je crois qu'après l'indépendance, l'État avait fait appel à un certain ensemble d'organismes d'encadrement qui étaient là pour aider à vulgariser les méthodes et les techniques agricoles. Et au fil de ces techniques agricoles, il y avait un besoin d'accompagner ces techniques-là par des opérations de crédit. Et à la suite de ça également, donc, on a eu des banques de développement, des banques de crédit agricole, mais dans la plupart du temps, où elles ont fait faillite, ou elles ont eu des difficultés. Et la microfinance a occupé un vide, donc le vide du financement du secteur agricole ou du développement, tout simplement. Face à l'augmentation du nombre des systèmes financiers décentralisés, communément appelés institutions de microfinance, une organisation du secteur s'est imposée. De façon pratique, la tutelle est assurée par la direction de la surveillance et du contrôle des systèmes financiers décentralisés qui relève de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. La DGTCP tire ce rôle des attributions en fait, qui sont celles du ministre de l'économie et des finances. Parce qu'au plan législatif, c'est le ministre en charge des finances qui assure la tutelle financière donc, de tous ces établissements qui exercent l'activité de collecte d'argent. Donc son bras opérationnel, c'est la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique qui a une entité spécifique également pour gérer cette question. Au sein de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité, c'est une direction technique dénommée Direction de la surveillance et du contrôle des systèmes financiers décentralisés qui a en charge donc de façon opérationnelle l'animation en tout cas pour les questions de supervision du secteur des SFD ou encore de la microfinance. Notre structure a pour mission principale de surveiller l'ensemble du secteur de la microfinance afin de s'assurer que les activités des SFD sont menées de manière saine et prudente et que les risques liés à cette activité sont bien maîtrisés. L'exercice de l'activité de la microfinance est soumis à une autorisation préalable. Tout promoteur désireux d'exercer l'activité doit donc constituer et déposer auprès du ministère en charge des Finances un dossier de demande d'agrément. L'exercice de la profession est subordonné à l'obtention préalable d'un agrément qui est délivré par le ministre de l'Économie et des Finances. Maintenant, la procédure est régie par les articles 7 et 8 de la loi régissant le secteur et également par une instruction de la Banque centrale qui vient préciser, je dirais, les éléments constitutifs du dossier de demande d'agrément. Après réception du dossier de demande d'agrément complet, la DSC-SFD dispose de 3 mois pour instruire le dossier et le transmettre à la Banque centrale avec ses observations et sa proposition de suite à donner. À son tour, la Banque centrale dispose de 2 mois pour instruire le dossier et communiquer à la DSC-SFD ses avis ainsi que ses propositions. Ensuite, le ministre dispose d'un délai de 30 jours calendaires si l'avis conforme a été délivré par la Banque centrale pour prendre l'arrêté d'agrément. Ce qu'il faut noter cependant, c'est que toute demande de renseignements complémentaires qui émane de la DSC-SFD ou encore de la Banque centrale suspend ces délais. Par ailleurs, l'agrément est réputé avoir été refusé si dans le délai de 6 mois, évidemment, il n'y a pas eu de suite. Le cadre juridique et réglementaire des SFD vise à préserver la stabilité et l'équilibre du secteur de la microfinance dans son ensemble et à maîtriser les risques liés à l'exercice de l'activité d'intermédiation financière. L'avantage que nous avons, c'est de pouvoir réaliser notre mission sociale et économique dans la légalité et pouvoir également protéger les intérêts de nos membres, c'est-à-dire l'épargne qu'on collecte auprès de nos membres, et aussi pouvoir
réaliser une mission sociale à travers l'appui qu'on gagne auprès de nos bailleurs sur certains programmes. Et quand je prends l'exemple des femmes, contribuer quand même à la réduction de la pauvreté par l'octroi de petits crédits de groupe. Le fait même d'avoir l'agrément, cela suppose que l'institution a une certaine crédibilité envers l'État et pourra pleinement exercer ses activités dans sa zone d'intervention. Kita nyaka yam yankran watka mbingirem lira ka ba William de songra tonne ton tuma ba wa samwenge ba ton ha ba marset lira kaseka ton tuma songra ton ba ren kita ton sura nom ne wo sote on de ka rafa ba ton watka depuis 2012 ba hambe watka la en tout cas naka pam julie ne ba bon sun naka sam neba donc ren kite keton piro bon ne fa han le kan wanyande bon yeme bangram ti top songoda neba soma kwa bon kare fa nambe kien wom ne la fominga kawa wa yene fo katen mbankwa la fa na bang wa fo bangra ko peka tum na nyor hambe ne commerçant ba tinso kwa. La finalité de la microfinance est de permettre aux personnes démunies d'accéder à des services financiers. Grâce à elle, plusieurs personnes ou ménages ont eu accès à un crédit et arrivent à sortir de leurs difficultés financières. Le premier impact, c'est qu'aujourd'hui, on a élargi l'accessibilité au niveau des populations. Quoique, je trouve que 40 ans après, il reste encore à faire. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, je crois qu'une fois qu'on aura satisfait ça, c'est normal que les institutions de microfinance s'intéressent aux problèmes de développement. Bon, le vrai nom caché du développement, c'est la capitalisation. Je pense qu'aujourd'hui, la microfinance fait de la collecte de l'épargne, fait de l'octroi du crédit, mais le problème du fonds du développement, c'est la capitalisation. Et la capitalisation, ça veut dire que la microfinance ne peut pas devenir un foyer à tout faire. Elle peut apporter sa contribution, elle peut aider à soulager la pauvreté par des mécanismes de financement innovants, mais elle ne peut pas tout faire. Bon, on est allé dans une localité située à quelques kilomètres de Combisserie pour une séance d'animation. À notre grande surprise, nous nous sommes rendus compte que au sein de la population, il y avait plusieurs personnes qui ne pouvaient même pas avoir de l'argent pour mener une activité si ce n'est pas demander ou bien aller vers quelqu'un, une personne ressource de la localité pour emprunter. Après notre passage, nous avons des agents sur le terrain qui mènent des sensibilisations. Donc nous avons mis en place des groupes solidaires dans la localité pour pouvoir financer un de nos types de produits qu'on appelle crédit solidaire. Voilà, également pour les individuels, nous les avons invités à venir ouvrir des comptes individuels à notre niveau pour pouvoir, dans le besoin, les satisfaire. Et quelques mois plus tard, quand on est reparti pour voir l'évaluation, l'impact au niveau de la population, nous avons vu quand même une femme qui a pu avoir 2 moutons attachés. Et il était content de nous montrer cela. Donc le fait de pouvoir mener une activité rentable et pouvoir payer quelque chose adapté, l'impact est très très positif à notre niveau. À côté des SFD reconnus, il y a aussi des structures qui exercent illégalement l'activité de microfinance. La plupart de ces structures sont à l'origine de nombreuses expériences malheureuses de leurs usagers.
c'est ça, on dit souvent, lorsque quelque chose va vous arriver, c'est comme si rien ne nous a motivés. C'est qu'on a appris par d'autres personnes qu'il y a un réseau qui prête de l'argent. Ils étaient au secteur 600. Bon, donc, en un premier temps, on nous a dit qu'il y a une fiche à remplir et que la fiche coûtait 7 000 francs. Il fallait acheter cette fiche d'abord, remplir, et maintenant la caution, il fallait soit donner une carte grise de ta moto ou bien de ta voiture. Bon, donc lorsqu'on a fini de remplir les fiches, on a remis. Bon, ils nous ont promis, en tout cas, si on avait une association, si vous n'avez pas une association, bon, et là, il faut envoyer la carte grise de la moto ou bien la carte grise de la voiture. Et ils avaient dit que chaque personne devait percevoir 200 000 francs. Bon, et jusqu'à nos jours que je vous parle, bon, c'est après que, bon, ils nous ont dit, bon, d'attendre qu'il y a plusieurs groupes qui ont déjà pris pour eux. Il fallait attendre que ces groupes-là remboursent l'argent et pour qu'on puisse nous prêter à nouveau. Je me suis approché à la gendarmerie, j'ai pris les renseignements. C'est ça que, bon, la gendarmerie m'a demandé. J'ai expliqué, il dit en tout cas, bon, vraiment, nous, on a mis de l'argent dedans, mais ça fait 6 mois. Bon, ils nous ont toujours dit, bon, d'attendre. Mais moi, je suis enculé par les femmes. Parce que c'est moi qui me suis pris responsable. Je suis allé payer les imprimés, remplir pour eux, déposer le dossier qui doit être traité. Et puis, normalement, ils avaient donné 1 mois, mais ça fait 6 mois. Mais après, je suis que le monsieur est dans vos mains. C'est ça que le gendarme m'a expliqué qu'on l'a transféré à la MACO. Le non-respect de la réglementation constitue un foyer de risque très important, en ce sens que les limites opérationnelles qui ont été définies par le cadre réglementaire ne seront pas opérantes et par conséquent, on assistera à une multiplication des signes de dysfonctionnement et probablement à la survenance de crises financières. C'est un phénomène qui malheureusement prend de l'ampleur. Ce sont des structures qui créent toute l'apparence en fait d'une structure agréée en termes de logistique, en termes d'infrastructure, en termes même de personnel qui vous inspire confiance, mais qui en réalité n'ont pas l'autorisation d'exercer. Dès l'identification de la structure, nous prenons les dispositions nécessaires afin de veiller à la cessation immédiate de l'activité, mais également à l'engagement de poursuites judiciaires à l'endroit des promoteurs, je dirais, indélicats. Non, on ne peut pas se permettre à tout le monde d'ouvrir du n'importe quoi. Parce que c'est une question de protection de l'épargne des gens, des avoirs des gens. Mais il faut quand même se rappeler que les 80% de ces populations, parfois ne mangent même pas 2 fois par jour. À partir du moment où on joue dans l'épargne des gens, on joue dans les crédits, il y a nécessité de protéger les choses. Bon, moi je comprends, il y a eu des institutions qui ont été mises en place. Oui, je connais un tel. Non, on ne peut pas fructifier son institution sur le dos des gens. Je crois que la disponibilité, la fonction première, et ça c'est en train d'être oublié. La fonction première de la microfinance, c'est la disponibilité de l'argent des gens. Un paysan vient déposer son argent, 20 ans après, quand il revient, il doit retrouver cet argent. On n'a pas le droit de le perdre. Donc effectivement, vis-à-vis des populations, je suis parfois énormément peiné de voir des institutions qui naissent à l'aube et le soir disparaissent. Parce que l'argent des pauvres, c'est quelque chose de sacré. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de respect de l'argent des autres. Je crois que si on ne peut pas soulager la pauvreté des gens, on n'a pas le droit de perdre l'argent des gens. Et moi, j'ai été de ceux qui ont toujours milité pour des institutions bien encadrées et bien gérées. Le message à l'endroit des usagers, c'est que chacun s'assure que lorsqu'il va confier son épargne à une entité, que c'est une entité qui est régulièrement installée, que c'est une entité qui est autorisée à exercer l'activité. Mais si vous allez confier de l'argent à une entité informelle, bien entendu, le risque est grand que demain, vous ne retrouvez pas l'entité ou à défaut, en tout cas, même si vous retrouvez l'entité, que vous ne puissiez pas rentrer dans vos fonds. Donc, ce qui est important, c'est que, en tout cas, les usagers s'assurent que les entités vers lesquelles elles vont, ce sont des entités régulières. Et d'ailleurs, nous, pour les accompagner annuellement, nous communiquons la liste des entités qui sont agréées, les entités qui sont autorisées à exercer donc cette activité-là. L'efficacité et la crédibilité du secteur de la microfinance sont subordonnées
au maintien de la confiance des membres dans tout le secteur. Alors que la prolifération de ce type de structure-là et surtout les malversations ainsi que la dissipation de patrimoine qui ont été rencontrées dans le cadre des transactions menées avec ces structures-là entament fortement la confiance des membres dans le secteur de la microfinance. Le caractère sensible de l'activité de microfinance et le risque systémique qui pourrait faire courir la défaillance d'un SFD à tout le secteur justifie la mise en place d'un dispositif de supervision. Cette supervision est matérialisée par des contrôles sur pièce et sur place. Toute la construction de la microfinance repose sur un élément fondamental, la confiance. Et la confiance et la proximité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se connaît. Et la proximité sociale, la proximité géographique. Mais aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Donc la confiance ne suffit plus. Donc ça veut dire qu'il faut protéger cette confiance en développant ce que moi j'appelle la surveillance financière. Les enjeux de la supervision, c'est la stabilité et bien entendu la viabilité du secteur. Il est indispensable que des entités qui collectent l'épargne des populations puisse être à mesure de rendre cette épargne disponible quand le besoin se fait sentir. Et c'est d'autant plus important que ces dernières années, vous voyez que c'est un secteur qui est très florissant, c'est un secteur où d'année en année il y a beaucoup d'acteurs, c'est un secteur où il y a de l'engouement parce que c'est un secteur qui vient en tout cas en appoint au secteur bancaire classique qu'on dit qui n'était pas accessible à tout le monde. Vous voyez, plus il y a un engouement dans un secteur, plus il y en a qui s'en sortent, mais également d'autres qui connaissent des difficultés. Et je crois que c'est une réalité également que certaines de ces entités-là connaissent des difficultés. Donc nous devons être plus proches, nous devons être plus présents pour éviter qu'il y ait des difficultés assez graves. L'homme et l'argent, c'est deux produits explosifs. On est obligé d'avoir un dispositif de contrôle. Chaque année, nous recevons des missions de contrôle et d'inspection qui se font à notre niveau selon bien sûr leur programme. Voilà, souvent c'est des contrôles inopinés et pour les inspections, on nous prévient à temps. Maintenant, quand ils viennent, c'est juste pour s'assurer vraiment du respect de la réglementation et pour voir si nous n'avons pas de dérive de mission. De façon spécifique, le contrôle sur pièce vise à suivre à distance l'évolution de la situation financière du SFD à partir de l'information financière et comptable qui est transmise périodiquement aux autorités de tutelle, ce qui nous permet d'identifier de façon précoce les signes de fragilisation du SFD et de prendre les mesures qui s'imposent. Pour ce qui concerne le contrôle sur place, il s'agit d'approfondir certains aspects de la gestion du SFD qui n'ont pas pu être suffisamment bien appréhendés à travers le contrôle sur pièce. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le contrôle sur place s'effectue dans une démarche harmonisée puisque la méthodologie est définie par un guide de l'inspecteur qui est appliqué au niveau de l'échelle sous-régionale. Ce type de contrôle-là également s'inscrit dans une dynamique de supervision basée sur les risques qui vise à faire un focus en réalité sur les SFD qui présentent un niveau de risque élevé pour le secteur. Ça nous permet quand même de nous réadapter en fonction de la nouvelle loi. À travers les recommandations, nous essayons également pouvoir être conforme à la loi. Bon, c'est pas facile, mais c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et leur intervention quand même contribue plus au développement social et économique de la localité. L'information financière et comptable, je dirais, est capitale pour les autorités de contrôle que nous sommes, en ce sens qu'elles nous permettent de mettre en œuvre une supervision adéquate et d'identifier assez rapidement les signes de dysfonctionnement et de prévenir la survenance de certaines crises.
Malheureusement, dans le cadre de nos activités, nous sommes confrontés à un certain nombre de difficultés liées à la collecte de cette information financière. C'est-à-dire qu'il arrive que l'information ne soit pas disponible en temps réel. Par ailleurs, que l'information ne soit pas tout à fait fiable et surtout que l'information ne soit pas exhaustive. Ce qu'il faut savoir, c'est que probablement ces difficultés sont liées à l'absence d'un système d'information et de gestion performant au niveau des SFD, et ce qui induit un peu un certain nombre de retards dans la prise de décision au niveau de l'ensemble du secteur. Microfinance, c'est pour les petits, comme on le dit globalement. C'est des gens qui n'ont pas toute l'éducation financière nécessaire, d'où encore le rôle de l'État pour accompagner en tout cas ces entités qui collectent leur épargne pour s'assurer que, au finish en tout cas, ce sont des entités qui sont viables. En cas de non-respect de la réglementation, le SFD encourt des sanctions pouvant aller de l'avertissement à la fermeture définitive du SFD en passant au besoin par l'administration provisoire. En cas d'infraction à la réglementation, le ministre de l'Économie et des Finances peut prononcer certaines sanctions. Il s'agit notamment de l'avertissement, du blâme, de la suspension du mandat du dirigeant, voire sa destitution, ou encore du retrait de l'agrément en fonction de la gravité de la situation. Par ailleurs, lorsque le ministre de l'Économie et des Finances constate que le SFD a pratiqué une gestion anormale sur le territoire ou encore a compromis son équilibre financier, il peut lui adresser certaines mesures administratives comme la mise en garde et une injonction en vue de prendre de façon diligente des mesures de redressement visant à rétablir son équilibre financier. Par ailleurs, lorsque le SFD est en difficulté et que ses perspectives de redressement ne sont pas irrémédiablement compromises, le ministre de l'Économie et des Finances peut décider de le faire mettre sous administration provisoire en responsabilisant un administrateur provisoire qui sera chargé de conduire un processus de redressement visant à sortir le SFD de ses difficultés. La réglementation comporte certes des obligations qui peuvent être contraignantes pour les SFD, mais il est important que ces dispositions soient respectées afin d'assurer un fonctionnement harmonieux et sain du secteur. Les structures qui exercent légalement dans l'activité de microfinance, nous devons les encourager à se conformer à la réglementation, les encourager à avoir une bonne gouvernance d'entreprise. Et pour ça, ça passe par un système de contrôle interne efficace. Ça passe également par un système d'information efficace et ça passe également par tous les dispositifs relatifs à la qualité du reporting, à la qualité de l'information financière, honorer en tout cas les obligations qui sont les leurs. C'est vrai que pour beaucoup de structures qui ont des entités un peu légères, ça peut sembler contraignant, mais l'important c'est de se mettre en règle. Et quand on est en règle, quelle que soit sa taille, ça assure en tout cas les conditions de viabilité pour mieux prospérer.